la Croatie qui intègre l'espace Schengen après près de 10 ans d'attente et les autres actualités importantes de votre continent. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne. Première actu donc, ce jeudi 8 décembre a été un jour historique pour la Croatie. Alors non, je parle pas de la demi-finale de la Coupe du Monde. Marquinhos, oh, he's missed! Brazil are out! Mais bien de l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen, puisque ce jeudi, les différents ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne ont voté à l'unanimité pour que la Croatie entre dans l'espace Schengen. Il faut savoir que la Croatie a rejoint l'Union Européenne en 2013 et ça faisait donc presque 10 ans qu'elle attendait pour entrer dans cet espace. Mais alors déjà, quand on parle d'espace Schengen, on parle de quoi? Alors très concrètement, c'est un espace où il y a actuellement 27 pays, mais ces 27 ne sont pas tous membres de l'Union Européenne. Il y a 23 membres de l'Union Européenne, il y a aussi 4 membres extérieurs, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein, mais également l'Islande. Et en fait, la particularité de cet espace, c'est qu'il y a une libre circulation des personnes. C'est-à-dire qu'on peut franchir les frontières de cet espace sans surveiller de contrôle, sauf pour les vols aériens où une carte d'identité est nécessaire. Et concrètement, pour rejoindre cet espace, c'est quand même assez compliqué. Il faut d'abord l'accord du Parlement européen, puis ensuite celui de la Commission européenne, et enfin c'est le Conseil qui se réunit à l'unanimité et qui donc là a accepté que la Croatie puisse rejoindre cet espace. L'objectif pour la Croatie en intégrant cet espace, c'est d'accélérer le tourisme dans son pays. Il faut savoir que la Croatie c'est un des pays les plus touristiques d'Europe, il y a environ 13 millions de visiteurs par an, on en dénombrait 13 millions en tout cas en 2021. Mais c'est pas la seule nouvelle marquante concernant la Croatie cette semaine, puisque le pays a dans la foulée annoncé aussi rejoindre l'euro. En effet, ils quitteront leur monnaie locale qui s'appelait la kuna pour prendre l'euro à partir du 1er janvier 2023. Et si on en revient à Schengen, il faut savoir que ce projet de libre circulation se poursuit même à l'intérieur du pays, avec la construction du pont de Pelješac, qui réunit les deux plus grandes villes touristiques du pays, Split et Dubrovnik. Alors si la Croatie semble satisfaite de son sort, c'est beaucoup moins le cas concernant la Roumanie ou encore la Bulgarie. En effet, l'Autriche a bloqué les demandes d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'espace Schengen, et les Pays-Bas de leur côté se sont opposés à l'entrée de la Roumanie. Et ce refus, c'est aussi un coup dur pour la Commission européenne qui avait appelé de vive voix à accueillir ces 3 États membres dans l'espace Schengen. Yvela Johansson, qui est la commissaire européenne aux affaires intérieures, avait notamment déclaré que pour elle, la Roumanie, comme la Bulgarie, avait désormais toutes les conditions requises pour pouvoir entrer. Alors on peut s'interroger sur les raisons qui ont poussé les Autrichiens comme les Néerlandais à voter contre l'adhésion de la Roumanie ou de la Bulgarie à l'espace Schengen. Et bien en fait, si on en croit leurs ministres de l'Intérieur respectifs, ce serait pour des raisons de corruption et d'immigration. À la suite de ce vote, le ministre de l'Intérieur autrichien Gerhard Karner a pris la parole et a expliqué les raisons qui ont poussé l'Autriche à voter contre, en assurant que cette année, plus de 100 000 passages illégaux de la frontière autrichienne avaient été recensés dans le pays. L'Autriche compte plus de 100 000 franchissements illégaux de sa frontière. 75 000 ne sont pas enregistrés. Et côté néerlandais, le ministre de la Migration, Erik van der Burg, a déclaré lui avoir voté contre la Roumanie pour des questions de corruption et de droits humains, en demandant un nouveau rapport à la Commission sur ces points. Sauf que vraisemblablement, on ne devrait pas en rester là. En effet, la Bulgarie, peu avant le vote, avait déclaré que si l'Autriche et les Pays-Bas voteraient contre son adhésion à l'espace Schengen, elle prendra ensuite des mesures de rétorsion. Alors le Premier ministre bulgare Donev n'a pas précisément détaillé quelles seraient concrètement ces mesures de rétorsion, mais il a expliqué qu'il souhaitait ne pas avoir à les faire. On vous tiendra évidemment informé dans nos revues d'actualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez suivre toutes nos vidéos. Et comme chaque semaine, on fait un point sur la situation en Ukraine. Et première actu, suite à des bombardements massifs de la part de la Russie sur son territoire, l'Ukraine a décidé de riposter en attaquant 2 bases aériennes russes à l'aide de drones. Plus précisément, il s'agit des bases de Ryazansk et de Engels, qui sont très importantes pour l'armée de l'air russe, parce qu'elles accueillent les bombardiers stratégiques les plus importants, qui ont d'ailleurs été touchés. Cette montée de tension sur le terrain est également en coulisses, c'est la deuxième actu. L'Union Européenne a activé depuis la semaine dernière, le lundi 5 décembre, l'embargo sur le pétrole russe. Alors très concrètement, à l'heure actuelle, les Européens ont réduit de 2/3 leur achat de pétrole russe, et d'ici la fin de l'année 2022, ce chiffre devrait avoisiner les 90%, parce qu'on a des pays comme l'Allemagne ou comme la Pologne qui vont complètement arrêter d'acheter du pétrole aux Russes d'ici la fin de l'année. Mais ce n'est pas le seul dispositif qui est entré en vigueur la semaine dernière, puisque les pays du G7 avec l'Union Européenne ont adopté un plafonnement du prix du baril de pétrole russe à $60. Troisième actu lié au conflit ukrainien, Total Energy a décidé de se mettre en retrait du groupe russe Novatek. Il faut savoir que jusque-là, le fournisseur d'énergie avait décidé de maintenir ses activités en Russie, notamment dans les projets de gaz naturel liquéfié. Il faut savoir que Novatek, qui existe depuis 1994, était le partenaire historique de Total Energy dans le pays depuis 2011. Troisième actu, l'Union Européenne a adopté un texte cette semaine qui interdit l'importation de produits issus de la déforestation. En gros, c'est des produits comme le soja, l'huile de palme, le cacao, le café ou encore le bœuf, s'ils ne peuvent pas faire la preuve qu'ils ne sont pas issus de la déforestation. Et en gros, pour faire simple, les entreprises qui mettent maintenant ces produits sur le marché vont devoir présenter un certificat au moment de franchir une frontière européenne, en précisant d'où vient la matière première qui a servi à la conception de leurs produits. Et en cas d'absence de preuve, ces produits ne pourront pas entrer dans le vieux continent. Pour vous donner un exemple concret s'agissant du soja, il faudra maintenant indiquer la parcelle de terre où a été cultivé le soja, en fournissant des images satellitaires sur le produit. Il faut savoir aussi que la non-conformité à ces règles pourra entraîner des amendes jusqu'à 4% du chiffre d'affaires européen de l'entreprise concernée.
quatrième actu, on part en Allemagne. Un projet d'attentat a été déjoué ce mercredi 7 décembre. Plus de 3000 policiers ont mené une opération contre un réseau terroriste d'extrême droite, dont les membres étaient soupçonnés d'avoir préparé plusieurs attaques armées, notamment contre le Reichstag, qui est le parlement allemand. Et donc au total, 25 personnes ont été interpellées dans 11 des 16 différents Länder du pays. Et d'après le quotidien Der Spiegel, les membres de ce réseau se relient au Reichsbürger, un mouvement qui est apparu dans les années 80 en Allemagne et qui ne reconnaît pas les institutions de l'Allemagne d'aujourd'hui, mais prône en fait le rétablissement de l'empire du Reich et refuse d'obéir à la police de l'État, de payer des impôts ou encore des cotisations sociales. Dernière actu, ce samedi, le prix Nobel de la paix va être officiellement remis. Et cette année, il n'y a pas un, mais des vainqueurs. Il s'agit d'un individu et de deux organisations internationales. En l'occurrence, c'est Ales Bialiatski, l'un des hommes qui a initié un mouvement pro-démocratie en Biélorussie. Il a notamment fondé l'association Viasna en 1996 afin de montrer les méthodes qu'employait le régime de Loukachenko contre les opposants et dénoncer également la torture des prisonniers politiques. Et depuis 2020, il est prisonnier en Biélorussie sans encore jamais avoir été jugé. Et du côté des organisations internationales, on retrouve l'ONG russe Memorial qui existe depuis 1987 et qui œuvre depuis 35 ans pour que la mémoire de ceux qui ont lutté contre les atrocités du régime soviétique ne soit pas oubliée. Enfin, on a le Center for Civil Liberties qui est un acteur majeur pour la démocratie en Ukraine. Depuis le début de la guerre, il œuvre essentiellement pour documenter et enquêter sur les crimes de guerre commis par la Russie. En revanche, le comité du prix Nobel a tenu à préciser que ces différentes distinctions n'étaient pas destinées précisément contre Vladimir Poutine. Et on passe à présent au chiffre de la semaine. Le 11 décembre 1941, c'est un jour qui est resté historique en Europe, puisque c'est le jour où l'Italie de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler ont déclaré la guerre aux États-Unis. On passe à présent au débat. Comprenez-vous la décision des Pays-Bas et de l'Autriche de refuser à la Bulgarie et à la Roumanie d'entrer dans l'espace Schengen? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.